Hey, salut à tous, bienvenue sur cette chaîne. On va parler poisson, mais on va en parler un petit peu différemment. Vous voyez ces bacs qui sont derrière moi? Ils sont en eau depuis des mois, voire des années pour certains. Et les poissons qui sont dedans, ça fait aussi des mois, voire des années qu'ils sont dedans. Et voilà comment on va parler d'aquariophilie aujourd'hui. On va parler d'aquariophilie avec leur vrai comportement. Comment ils agissent, comment ils se comportent dans un bac depuis des mois, ce qu'ils mangent, leurs habitudes, etc. On va tout voir ensemble. Vous êtes prêts? C'est parti. On va commencer avec l'espèce que j'adore le plus, c'est le tétraodon nigroviridis. Le tétraodon nigroviridis, vous connaissez tous, le tétraodon, c'est le petit poisson globe. Et le nigroviridis, les Américains l'appellent le green spotted puffer. Le puffer, le poisson globe vert avec des taches. Voilà la traduction littérale. Donc le tétraodon nigroviridis, c'est le jaune avec les petits points noirs. Et c'est celui dont on va parler aujourd'hui. Il est dans ce petit bac-là. Vous voyez, c'est même pas qu'il est tout seul. Ils sont trois d'ailleurs dans ce petit bac-là. Et on va parler de ce bac, on va parler de leur comportement. On va parler de la nourriture. On va parler de leurs habitudes. On va parler de toutes les questions que vous pouvez vous poser. Parce que ces questions-là, je peux y répondre. Ça fait des mois qu'ils sont là. Ça fait des mois que je les nourris. Ça fait des mois que je les observe. Et ce comportement, je peux vous en parler clairement parce que je les observe, ils sont juste à côté de mon bureau. Et toutes les questions que vous vous posez, je vais tenter d'y répondre et d'y répondre de façon plus concrète que ce que vous pouvez lire un petit peu à droite à gauche sur internet parce que clairement, je les élève. D'ailleurs, les tétraodons, on va pas voir juste le tétraodon nigroviridis parce que derrière moi, il y a un autre bac et c'est aussi un bac à tétraodons. Et en bas, il y a peut-être un bac aussi avec des tétraodons. Enfin, il y a pas mal de bacs avec des tétraodons. Aujourd'hui, on va se concentrer sur cette espèce-là. Alors déjà, on va parler du setup. Ne me jugez pas, le setup est un setup temporaire pour le moment, puisque moi, ils sont encore tout petits. Ils ont 8 mois, allez, on va dire qu'avec le temps où ils étaient en animalerie, etc., peut-être qu'ils ont un an, tu vois. Et aujourd'hui, on est sur un bac de 83 litres pour 3 individus, mais vous allez voir, 3 individus qui sont pas bien grands. Moi, les individus qui sont dans les bacs, je leur donne des noms parce que ça permet de s'attacher. Et peut-être que inconsciemment, ça permet aussi peut-être d'en prendre un peu plus soin que si c'était juste des poissons d'ornement, vous voyez. En fait, vous avez Moshi. Moshi, c'est le plus gros, c'est lui qui est arrivé en premier dans le bac, suivi de Buffy, le moyen, et de Boop, le plus petit. Moshi, en fait, au début, je l'avais pris, il était tout seul, et je me suis vite rendu compte qu'en fait, c'était un poisson qui était quand même plutôt grégaire et qui aimait bien vivre en groupe. Donc j'ai ramené les deux autres en suivant. Et depuis qu'ils sont en groupe dans le bac, en fait, on voit vite une évolution. Le comportement n'est pas du tout le même. Moshi, quand il était tout seul, en fait, il était là, il bougeait pas trop, il faisait son truc, il mangeait, mais il allait se planquer. Depuis qu'il y a les autres, en fait, ça tourne autour, ça joue, ça se... Et surtout, ils sont ultra sociables les uns avec les autres. Donc, le bac, on a dit 83 litres, avec une belle paroi en verre bien translucide qui permet de bien voir les algues quand elles se déposent dessus. On a une filtration Crystal Profi E402 pour gérer tout ça. Les petites canules translucides d'absorption, enfin d'aspiration, la petite canule translucide d'aspiration et la petite canule translucide aussi de rejet, avec une canule en tulipe pour le rejet. Et ça a une importance quand même parce que ça me permet en fait de pas mal réguler le flot de rejet dans l'aquarium. Et ça c'est super important parce que c'est des poissons qui n'aiment pas trop le courant non plus. Ils aiment bien être tranquilles, posés. C'est pas le style à lutter à fond contre le courant. Alors la première question que tout le monde se pose sur ces poissons, c'est est-ce qu'ils peuvent vivre en eau douce? La réponse c'est non. C'est pas d'eau douce pour ces poissons. C'est des poissons qui ont besoin d'une eau saumâtre, même ne serait-ce qu'un tout petit peu de sel dans l'eau. Moi personnellement, j'ai une salinité qui varie entre 1003 et 1005, donc c'est pas énorme, mais ça suffit en fait pour éviter tout ce qui va être des maladies de peau et surtout qu'ils aient une plus longue espérance de vie parce que ces poissons-là, ils peuvent vivre jusqu'à 10 ans et si vous les laissez en eau douce, non seulement vous aurez à traiter avec les maladies, mais en plus leur espérance de vie, elle est raccourcie quand même autour de 4-5 ans et ça, c'est pas génial. Alors, je vais pas revenir pour vous sur comment on fait son sel, son eau saumâtre, son eau salée pour aquarium. Il y a des tutos partout sur internet, je vais pas vous prendre la tête avec ça. Mais vraiment, dites-vous que le plus important, c'est d'avoir un réfractomètre, parce que c'est le seul et vrai bon moyen de mesurer la salinité dans l'eau. Et attention de bien le calibrer systématiquement avec de l'eau douce avant de faire vos mesures, parce que ça se dérègle en permanence. Seconde question, est-ce que c'est un poisson qui pollue? La réponse est oui, c'est un poisson qui pollue. Il pollue 10 fois, oui. Donc c'est un poisson qui pollue et c'est une des raisons pour lesquelles en fait j'ai fait un setup de bac plutôt particulier. Parce que comme vous pouvez le voir sur les images, en fait, c'est un setup avec beaucoup de pierres de lave. Il doit y avoir 3 kg de pierres de lave aujourd'hui dans le bac.
énormément de médias dans la filtration, des mousses de filtration que je nettoie en permanence aussi pour pouvoir retirer un maximum de déchets. Ça m'évite d'avoir des pics de nitrite dans l'aquarium quand je le nettoie, quand je refais un peu le scape, quand je nettoie le filtre. L'avantage de la pierre de lave dans le bac, c'est qu'elle va concentrer un maximum de bonnes bactéries. Et moi, je vous conseille vraiment, vraiment d'opter pour ces options-là. Depuis que j'ai mis les pierres de lave dans le bac, j'ai plus jamais eu un signe de nitrite. Alors, est-ce que c'est un poisson facile à trouver? La réponse c'est oui et non. C'est pas un poisson qui est super rare, mais c'est quand même un poisson que vous n'allez pas trouver dans toutes les animaleries et encore moins dans les animaleries jardineries type Jardiland, Truffaut. En l'occurrence, moi j'ai de la chance, j'habite pas très loin de la frontière espagnole. Et en Espagne, les jardineries et animaleries, elles sont un petit peu différentes. D'ailleurs, je vous emmènerai peut-être faire un tour là-bas, un jour en vlog pour vous montrer. Mais moi, ils ont tout. Ils ont tout. Des espèces de tétraodons, ils doivent en avoir 9. Ils ont du corail, ils ont du marin, ils ont des poissons clowns, ils ont des piranhas. Ils ont un choix de skate qui est incroyable et à faire pâlir, et ça va vous faire bondir de votre chaise quand vous verrez les prix du skate comparé aux prix auxquels on peut les trouver en France. Ça, c'est... Moi, ça m'a explosé le crâne de me dire, waouh, j'achetais mes pierres 15 € avant, mais là, je les achète combien? 3, 4, 5 € max? Mais ça rend fou. Donc non, pas si compliqué à trouver que ça. Après, si vous habitez en région parisienne ou près d'un gros fournisseur, en fait, vous allez pouvoir les trouver assez facilement. Vous pouvez également les avoir à la commande. Moi, personnellement, je ne suis pas un grand fan de l'expédition des poissons par transporteur. J'ai déjà eu une super mauvaise expérience avec ça. Une autre question que vous allez vous poser, c'est est-ce qu'ils vont grandir vite? Parce que oui, vous l'avez vu, moi c'est un setup temporaire. Ces poissons, ils sont censés avoir une taille adulte qui doit tourner normalement autour des 15 cm. Donc ça commence à faire des jolis bébés, ça fait ça à peu près. 15 cm, ça commence à faire des jolis bébés. Et en l'occurrence, moi je les ai depuis un an. Et depuis un an, en fait, je n'ai pas constaté qu'ils aient grandi tant que ça. Ils prennent environ, je dirais, 1 cm par an maximum. Donc là, Moshi, qui est le plus grand, il doit faire quelque chose comme 5-6 cm. Buffy doit faire 3 cm et demi, 4 cm. Et Boop doit faire 2 cm et demi, 3 cm maximum. Quand ils vont grandir, évidemment, ils vont changer de bac. Mais vous avez le temps. Et l'avantage, c'est qu'en plus, c'est un poisson, quand il change de bac, en fait, il est ultra curieux. Il n'est pas tant perturbé que ça. Tout de suite, il va se mettre à explorer, à trouver ses nouveaux coins, où il va aller chercher à manger, où il va pouvoir se cacher, etc. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Donc le changement de bac, en fait, il n'est pas si problématique que ça. Surtout qu'en plus, avec les pierres de lave qu'il y a dans le bac, quand elles sont transférées directement, on est clean sur les bactéries et ça évite d'avoir de gros problèmes. Et les dents. Les dents, la question que tout le monde se pose, le film d'horreur qu'on a tous vu sur internet si on s'intéresse un peu à ce poisson, les dents qui poussent trop et qu'il faut couper. Jouer au dentiste avec un poisson, je ne sais pas si vous imaginez quand même le truc de ouf. Non, les dents, en tout cas sur les Nigroviridis, les dents, j'ai pas de problème de pouce. En l'occurrence, ils ont même tendance à aller se les gratter eux-mêmes en fait sur le sable qui va être au fond de l'aquarium. Et je leur donne également quand même pas mal d'escargots pour qu'ils puissent se faire les dents dessus. Et Moshi, qui est le plus grand, clairement, j'ai aucun problème de dents dessus, j'ai aucune dent qui dépasse, même quand il mange, j'observe. Je vois rien qui dépasse, donc ça c'est pas un souci. Eux là qui sont un petit peu derrière, c'est une autre espèce, il y a 3 poissons dedans. Et sur les 3 poissons, j'en ai un qui commence à avoir un petit peu les dents de lapin. Et lui, je lui fais un traitement particulier avec de l'escargot, avec de la coquille très dure. Parce que lui, en fait, il va pas grignoter le sable. Et ça va poser pas mal de problèmes. Et je me prépare mentalement à peut-être devoir faire la petite intervention du dentiste avec la petite pince pour couper. Mais ça, ce sera vraiment le dernier recours, j'ai pas du tout envie de faire ça. Mais alors la question que vous allez me poser, c'est est-ce que c'est un poisson qui est intéressant? La réponse est oui, c'est un poisson qui est ultra intéressant. En fait, c'est vraiment un animal domestique dans votre aquarium parce que déjà d'une, c'est un poisson qui peut voir 10 mètres en dehors de l'aquarium. Donc il vous reconnaît clairement et il voit ce qui se passe. Moi, dès que j'ouvre la porte du bureau, j'ai les 3 qui viennent devant la glace et qui sont là. Waouh, tu viens nous voir? Tu viens nous nourrir? C'est pour nous? Il y a aussi ce côté où ils ont un vrai comportement, comme je vous disais, d'animal de compagnie. Donc ils vont reconnaître leur nourrisseur. Ils vont venir chercher la nourriture à la pince.
Moi, quand je travaille sur le bureau, donc le bureau est juste là, je travaille sur le bureau, en fait, je les ai les trois ici, systématiquement, en train de regarder ce que je fais à l'écran, en train de me regarder, et ils bloquent. Et ils sont là à me tenir compagnie, à être là avec moi, et pas juste à faire des allers-retours comme ça dans l'aquarium, comme des nez rouges ou des néons. C'est sympa les nez rouges ou les néons, personnellement, moi, ça m'ennuie. Enfin, c'est des poissons qui m'ennuient. Je vous rassure, j'en ai, donc j'ai quand même fait l'erreur, comme tout le monde, d'avoir un poisson d'ornement. Mais c'est pas le poisson que je kiffe le plus. Moi, j'aime bien quand il y a une certaine interaction avec quelque chose dont je prends soin. Et eux, j'en prends clairement soin. Vous voyez là, regardez, hop. Vous voyez, je parle d'eux, ils sont là, les deux là. Tac, tac. J'ai essayé de faire un petit zoom dans le cadre, mais hop, les deux, ils sont là. Hop, ça suit mon doigt. Et Moshi, il fait la sieste au fond. Bon, par contre, au niveau du comportement, on va parler d'un truc, c'est que c'est un poisson qui est quand même assez, pas craintif, mais c'est un poisson qui n'aime pas certains changements. Comme je vous ai dit, changer le scape, etc. Ça pose pas de soucis. Je peux enlever toutes les pierres de l'aquarium, les remettre, les rebouger, machin, etc. 10 minutes après, ils sont en train de faire leur chemin dans l'aquarium, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, ce qui est assez bizarre, et ça je l'ai constaté avec le temps, c'est qu'ils détestent les changements de luminosité. Quand je vais ouvrir le volet du Velux, quand je vais allumer la lumière d'un coup, ou quand je vais allumer la lumière, ou surtout éteindre la lumière de leur aquarium, quand j'éteins la lumière de leur aquarium, c'est assez souvent qu'ils vont me faire des petits sauts en surface, prendre peur comme ça 15-20 secondes. Moi, du coup, je flippe un peu parce que du coup, j'ai assez peur qu'il passe par-dessus le bac. D'ailleurs, c'est pour ça que le bac n'est pas complètement rempli à ras-bord, hein, que je laissé quand même une bonne marge parce qu'il saute plutôt haut quand même. Mais ouais, c'est un poisson qui est assez craintif. Et d'ailleurs, une fois, ça m'est arrivé d'allumer en fait la lumière du bureau d'un coup. Il faisait nuit. J'avais oublié un truc dans le bureau. J'allume la lumière du bureau d'un coup et là, il a gonflé. C'est Moshi qui a gonflé d'un coup parce qu'il a eu peur en fait. En même temps, vous dormez sur le sol tranquille et on vous allume la lumière du bureau direct comme ça. Je pense que c'est pareil, vous n'allez pas trop aimer. On va aborder le chapitre qui demande le plus de contraintes pour ce poisson, c'est la nourriture. En termes de nourriture, dans la nature, c'est un poisson qui va se nourrir quasiment exclusivement de mollusques d'invertébrés. Donc pas mal d'escargots, de crevettes, de vers de vase, de choses comme ça. La larve de moustique rouge, ils adorent, mais alors ils adorent vivante. La larve de moustique rouge congelée, déjà vous la faites décongeler et ensuite vous en mettez dans le bac. Et je vous mettrai en vidéo, j'ai fait l'expérience, j'ai refait l'expérience. En fait, ils vont venir la grignoter qu'une fois qu'elle est sur le sol. Alors, ce qui est pas mal parce qu'en plus en même temps, du coup, ils chopent un peu de sable, ça leur fait les dents, c'est cool. Mais c'est assez marrant, c'est que la vivante, ils vont se jeter dessus vraiment au moment où je mets la pince dans le bac. La congelée, ils vont vraiment attendre qu'elle soit au fond. Et surtout, c'est un poisson qui n'aime pas la routine. C'est un poisson qui aime bien manger différemment. Et quand je vous dis différemment, c'est un poisson qui aime bien manger différemment relativement souvent. En fait, moi, je vais leur donner aussi du krill, donc des petites crevettes congelées, pareil en cubes. Le krill, c'est bien, ils aiment ça, ils adorent ça, 5-6 jours. Ensuite, fini, ils n'y touchent plus. Et il faut que je switch sur l'artémia. Donc pareil, de l'artémia, 5-6 jours, ils adorent. Puis ensuite, il faut switcher. On va passer sur de la crevette grise. Ça, c'est un petit tips. La crevette grise, moi, je l'achète au supermarché. Je la fais congeler et je leur en décortique une ou deux. Je la coupe en petits morceaux, je leur mets à la pince, ils viennent tous se jeter dessus, je vous montrerai, je t'ai filmé ça. Ils adorent ça, pareil, 5, 6 jours, pas plus. Et ça c'est quand même un petit peu contraignant. Après par contre, petit bonbon qu'ils adorent, vous achetez de la moule fraîche, vous la coupez en deux, vous la mettez dans un bac. Vous achetez de la coque, de la palourde, ils adorent ça. Mais c'est pareil, ils vont aimer ça 1 jour, 2 jours, 3 jours, pas plus. Et ensuite, il va falloir rechanger. Donc, il faut quand même avoir un stock de nourriture qui est assez important pour les combler, pour les combler dans leurs demandes, parce que c'est vraiment des poissons qui sont assez difficiles sur la nourriture. Et tout ce qui est nourriture sèche, en granulé, etc., ça vous oubliez, ils y toucheront même pas. J'ai déjà essayé, c'est mort. Donc ouais, c'est un poisson qui aime bien manger différemment. Il aime bien manger à la pince.
Il aime bien les chasser. Les artémias, par exemple, si vous trouvez de l'artémia vivante ou si vous faites de la culture d'artémia, vous mettez une dizaine, quinzaine d'artémia dans le bac, en fait, qui vont aller se balader. Eux, ils vont se mettre en mode missile à tête chercheuse et ils vont les choper une par une. Et ça, par contre, ils adorent. Et les plantes. Et les plantes dans tout ça, dans ce bac, vous voyez qu'il y a quand même quelques plantes. L'osomâtre pour les plantes, c'est un peu compliqué et j'ai essayé plusieurs choses. Aujourd'hui, d'expérience autour de 1005 de salinité, il n'y en a qu'une seule qui tient vraiment, c'est la Microzorum. Vous pouvez la voir en fait sous différentes variantes qui existent. Donc, vous pouvez avoir de la grande feuille, de la petite feuille, vous pouvez avoir de la trident, etc. Ça fonctionne. C'est un peu particulier parce que quand vous allez la mettre dans le bac, en fait, les feuilles elles vont commencer un petit peu à noircir, mais vous aurez très vite des repousses en fait en dessous de feuilles super saines qui vont bien prendre. Fun fact, les plantes, Microzorum et Anubia, pour eux en fait c'est de la salade. Vous allez voir, en fait ils me les dégomment, ils me font des petits trous dedans. Je pense que ça doit être un petit complément alimentaire pour eux. En tout cas, ils les adorent. Ça ne me fait pas mourir les plantes, mais c'est moins joli à regarder. Bon, le gros avantage quand même pour ces plantes-là, c'est qu'on est sur des plantes qui nécessitent absolument pas de sol technique. Donc au niveau du sol, vous le voyez, c'est basique de chez basique. Un tout petit peu de sable, rien de plus. Et encore le sable, je l'ai mis pour éviter que ce soit juste une surface vitrée, parce que d'une, c'est pas très beau, et de deux, en fait, ils restaient bloqués à checker leur reflet dans la surface vitrée. Donc ils restaient bloqués au fond, et ils checkaient comme ça. Et ils bougeaient plus, et regardaient le fond de la piscine, c'est tout. Et pour la température de l'eau, clairement, on est autour de 25-26. Cet été, avec la canicule, j'ai des pics autour de 29-30 degrés, voire sur certains jours au niveau du bac. Eux, ils l'ont pas mal vécu. C'était peut-être moi le plus inquiet dans tout ça, mais eux l'ont pas mal vécu. En tout cas, sur la température de tous les jours, plutôt entre 25 et 26 degrés. Voilà pour ce poisson qui est captivant. J'espère que cette vidéo vous a plu et que l'approche faite de cette vidéo aussi vous a plu également. En tout cas, c'est un vrai retour d'expérience. Comme je vous ai dit, on n'a pas pris un bac, monté un bac, mis les poissons dedans et filmé 2 heures et ensuite ça dégage. Non, là, c'est des poissons qui sont là, qui vont être encore là pendant très longtemps en tout cas. Vous voulez voir les autres espèces, notamment ceux qui sont derrière ici? Le bac est derrière mon dos, lui il arrive, c'est la prochaine vidéo clairement. J'espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. Si c'est le cas, abonnez-vous, moi ça m'encourage. Et si ce format prend, on en fera encore plein d'autres. Allez, à la prochaine, ciao.